Donc on voit bien à ce moment-là qu'effectivement, si vous êtes anxieux et fiévreux par rapport à des prises de risques, ne venez surtout pas, ne venez surtout pas dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez être très malheureux. Je m'appelle Jean-Hugues, j'ai 60 ans et je suis vice-président du groupe freelance.com. J'ai une carrière d'entrepreneur assez importante puisque j'ai démarré dans les années 95 dans l'entrepreneuriat. Et ma particularité, je dirais que c'est que j'ai fait pratiquement la moitié de ma vie en tant que salarié et l'autre moitié en tant qu'entrepreneur. Donc je connais bien les deux mondes. Alors j'ai une enfance très sympathique. Je suis le cinquième garçon d'une famille de 5 garçons. Donc, quand j'étais petit, on me disait souvent: ah ben voilà, le petit dernier arrive. Et j'étais vexé dans mon orgueil, parce que je ne m'estimais pas petit ni dernier. Et je pense que ça a été un des moteurs de ma vie, c'est de devenir plus grand et peut-être plus fort et dans les premiers. Bah, l'entrepreneuriat, je suis tombé dedans dès le départ, parce que mon grand-père était lui-même entrepreneur, mon père était entrepreneur. Donc à table, le week-end, le soir, les vacances, etc. On parlait que d'entrepreneuriat finalement, d'argent, de créances, de fournisseurs, de partenaires, et ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, les risques qu'on avait pris, les risques qui avaient gagné, les risques qui avaient perdu. Et c'était vraiment mon quotidien. Ma formation, c'est une école de commerce qui s'appelle l'European Business School, qui avait la particularité dans les années 90, c'est de proposer en troisième année un cursus avec 6 mois à Londres et 6 mois soit à Madrid, soit à Francfort pour muscler les langues et le fait d'être multiculturel. Ça donne une ouverture sur les autres qui est hyper intéressante. Et c'était à l'époque assez rare en fait. Maintenant, tous les étudiants font le tour du monde quasiment avec Erasmus et autres. Et à l'époque, c'était assez innovant et ça m'a toujours donné l'envie d'aller voir les autres, de comprendre comment ils fonctionnaient et qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Je pense que le fait que d'aller à l'étranger, c'est fondamental parce qu'on se retrouve dans des situations inconnues, avec des moyens de transport par exemple inconnus, des façons de réagir culturellement qui sont différentes. Et ça vous donne l'obligation d'être hyper adaptable et d'être curieux, de voir comment les autres fonctionnent et comment ça peut interagir de façon positive. Alors, dans cette école de commerce, donc l'EBS, en première année, on nous demandait de faire un stage ouvrier et un stage de vente. Alors, le stage ouvrier, donc, je l'ai fait dans un hôtel, j'étais veilleur de nuit, donc c'était assez formateur sur les conditions de travail. Et puis, le stage commercial, vendeur, je l'ai fait dans une compagnie d'assurance où j'ai cartonné, parce que ça devait durer que 2 mois, ça a duré 6 mois en fait. Les 4 mois suivants, je les ai faits à mi-temps. Et comme j'ai gagné de l'argent, pas mal d'argent à l'époque, je suis allé voir mes parents, je leur ai dit: écoutez, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, on arrête tout. Gardez votre argent, c'est pas la peine de dépenser 4 ans d'études. Moi, je suis autonome à 19 ans et demi, c'est bon, j'ai trouvé mon sens. Et là, mes parents m'ont dit: bon, c'est super, mais bon, avoir un diplôme, c'est quand même bien, ça peut faire un bagage pour la vie. Donc j'ai écouté mes parents et j'ai fait ce fameux diplôme. Là encore, l'école a été assez instrumentale, parce qu'un jour, il y a un général qui est arrivé et qui nous a dit: bon, ben voilà, vous avez 2 façons de faire votre service militaire. Soit vous êtes chauffeur du colonel et vous allez rigoureusement rien apprendre, soit vous décidez de faire quelque chose de plus impactant, vous faites les EOR, l'école d'officiers de réserve, et vous allez diriger un peloton, et donc vous allez vous frotter très tôt au management. Le management, c'est quoi? C'est l'art ou la science, ou ce qu'on voudra, mais de prendre des décisions. Et quand vous avez 25 ou 30 personnes derrière vous à faire marcher toute la nuit, à un moment donné, il y a des décisions à prendre, on s'arrête, on continue, on fait telle position pour donc attaquer un poste. C'était un peu mon travail à l'époque. Et c'était très formateur parce que j'étais officier de réserve à 21 ans. J'ai continué pendant 8 mois, 5 mois de classe et 8 mois de service militaire à part entière. L'armée apprend la rigueur, la discipline, le respect des horaires, le respect d'une parole donnée. Quand on fait un rassemblement à 8h, c'est 8h00 pour prendre une expression militaire, c'est pas 8h01. Et dans la vie civile, surtout à Paris, on dit: bon, excuse-moi, j'ai eu 10 minutes de retard parce que j'ai pas trouvé de place pour me garer, ou les transports en commun, etc.
Et ça, à l'armée, ça n'existe pas. Les excuses, ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a que le delivery qui fonctionne. Et ça, c'est un super apprentissage. Alors effectivement, en sortant de l'école, j'ai eu des choix de grands groupes, CAC 40, et puis des propositions de PME. Et je ne me retrouvais pas dans l'esprit d'une corporate, où vous êtes finalement un numéro, quelque part, où vous appliquez les dispositifs qu'on vous impose, alors que dans la PME, vous êtes amené à faire plein de choses très différentes, avec plus de responsabilités. Alors j'ai choisi effectivement une entreprise franco-hollandaise qui me donnait l'opportunité de pouvoir aller aux Antilles et d'être responsable régional. Et au bout de 3 semaines, je suis parti avec un paquet de billets Air France classe affaires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et je devais donc aller voir les plus importants importateurs locaux et faire des prises de commande de conteneurs complets de marchandises. Je me souviens qu'il y avait une fois un conteneur de shampoing qui avait été, entre guillemets, presque abandonné sur les quais. Et en Guadeloupe, il fait très chaud. Et les shampoings avaient explosé. Donc les douaniers arrivaient dans une marée de shampoings. On a ouvert, c'était pas très joli à voir. Et là, il faut faire appel au commissaire aux avaries qui va faire une recherche de savoir pourquoi ce conteneur a été abandonné pendant 1 mois sur le quai et qui va payer ensuite au niveau des assurances pour rembourser les dommages. Alors en Guyane, autre anecdote amusante, c'est que au Sofitel où je me trouvais, il y avait un bassin, et avec un bassin avec un caïman, une bestiole qui devait faire un bon mètre 20 ou 50. Et pour être sympa avec ce caïman, je me suis dit, tiens, je vais lui donner une petite tranche de jambon pour l'amadouer. Donc je m'approche du caïman, je lui jette un petit bout de jambon. Là, il fait un énorme bruit de mâchoire, de claque. Et il loupe le morceau de jambon. Là, je découvre que les caïmans ne sont pas du tout agiles. Par contre, arrive une petite tortue derrière que je n'avais pas vue et qui vient boulotter le jambon. Je me dis, c'est un peu l'histoire de Darwin finalement. C'est pas le gros costaud qu'on imagine avec ses dents pointues qui va gagner. C'est la petite tortue qui est partie au bon moment, qui a raflé la mise. Dans ma carrière d'entrepreneur, effectivement, le personnage qu'on a en face de soi n'est pas toujours le bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent un certain personnage qui peut inspirer confiance, et finalement, c'est peut-être la personne à côté qui paye pas de mine, qui n'a pas le plus beau costume, qui lui est fiable et qui va pouvoir donner de la valeur au projet. Passer la phase des cocotiers, vous travaillez beaucoup, du matin au soir, dans des voitures qui à l'époque n'étaient pas climatisées. Vous pouvez à peine toucher le volant tellement ils sont chauds. Et puis, c'est une époque où il n'y avait pas de laptop, pas de téléphone mobile. Donc il faut passer ces ordres, ces commandes régulièrement au siège. Et là, moi par exemple, je passais derrière le comptoir de l'hôtel pour pouvoir passer avec le Telex. Les plus anciens se rappelleront, mais c'est une sorte de réseau privé qui, lorsqu'on rentre sur ce réseau, est valable comme une signature. Donc moi j'envoyais les conteneurs que je commandais dans la journée. Et c'était le système D, quoi. Vous devez tout faire pour que ça fonctionne, quoi. Pour garder les pieds sur terre quand tout fonctionne bien, il faut profiter de l'acquis générationnel de sa famille, c'est ce qui était mon cas. Et puis, dans le cadre de ma société, notamment chez Pierre Sonmeunier, donc la société que j'ai faite jeune, c'était aussi le fait de travailler pour une PME, c'est de se dire, voilà, la PME, elle a des comptes à rendre, elle a des banquiers, elle a un certain nombre de comptes à rendre, et on peut pas faire fi de ça. C'est-à-dire que moi, je partais 3 semaines, tous les 2 mois, et j'étais un peu coupé de ma vie personnelle, et je voyais l'oncle de cette famille qui, à 60 ans, faisait le même boulot que moi. Moi, j'en avais 23, j'ai dit, si c'est pour faire 40 ans le même travail, je vais avoir une vie de patachon, toujours entre 2 avions, entre 2 hôtels, et c'était pas mon équilibre. Donc là, par relation, je trouve un poste chez Canon France, et là, je fais pendant 2 ans du marketing sur les fax, qui à l'époque était un produit complètement révolutionnaire, puisqu'on pouvait d'un bout à l'autre du monde faire passer donc des informations sur des papiers rigoureusement identiques à l'original. Donc ça fait un peu rigoler aujourd'hui quand on a Internet, évidemment, mais à l'époque, c'était très, très impactant. Et Canon était le leader mondial, donc c'était une position très enviable. Et en tant que jeune marketeur, j'avais à l'époque 1 million de francs par mois de budget marketing, ce qui était un montant astronomique. Alors les résultats étaient là, les ventes étaient là, mais on avait vraiment des très très beaux moyens. Et aussi l'exigence, parce que avoir beaucoup de moyens, c'est une chose, mais il faut en faire quelque chose de percutant,
qui génère du retour sur investissement. Donc on avait un pilotage très rigoureux de cette manne financière qui nous permettait d'être leader en France et même dans le monde. J'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite Canon a un service commercial très, très pointu et notamment un département grand marché qui s'occupait des ventes au niveau des ministères et des plus grosses sociétés privées. Et j'ai intégré ce département parce que les commerciaux avaient des superbes voitures, des beaux costards, des bonnes gueules, etc. Ça me faisait rêver. Donc j'ai postulé à ce département. Donc la première année très laborieuse, et puis après, pendant les 3 années qui suivent, je suis meilleur commercial France pendant 3 années consécutives sur 220 commerciaux. Et donc là, je gagne tous les challenges. Pour anecdote, je pars à Tahiti, je pars aux Seychelles, je pars au Kenya, enfin voilà. Donc tous les 6 mois, je gagne des super challenges. Et j'arrive à peu près à la trentaine, et là, je me dis, je gagne très bien ma vie, je suis en pleine possession de mes moyens. Donc c'est le moment pour moi de monter ma structure, de monter ma boîte. Et là, je décide, parce que j'ai fait une rencontre dans ce domaine-là, de partir dans le domaine du compact disque. Et là, j'achète au mois de janvier à Cannes, au Midem à Cannes, des catalogues musicaux, qu'ensuite je fais presser dans des usines de pressage de disques en France, en Belgique, en Hollande, en République tchèque, un peu partout, pour des grands groupes et pour également la grande distribution. Je suis très convaincu sur cette aventure entrepreneuriale et je mets non seulement de l'argent, mais je mets aussi de la caution financière. C'est-à-dire que si l'aventure se passe mal, je me rappelle très bien, parce que ce genre de choses, vous vous en rappelez très très bien, j'ai 250 000 francs à l'époque, garantis sur mes propres deniers et sur mon patrimoine, qui est pas très gros, mais qui suffit à ça. Je suis redevable de 250 000 francs. Donc je négocie à l'époque un découvert d'1 million de francs. Donc grâce à une caution de 250 000 francs, je peux avoir un effet de levier et pouvoir commander plus de disques et alimenter, etc., etc. Donc on voit bien à ce moment-là qu'effectivement, si vous êtes anxieux et fiévreux par rapport à des prises de risques, ne venez surtout pas dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez être très malheureux. Ma première aventure entrepreneuriale, je voudrais d'abord qualifier ce qu'on entend par entrepreneur. On peut être millionnaire et pas être entrepreneur, et on peut être jardinier et être entrepreneur. Maintenant, la vraie différence pour moi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est celui qui met ses deniers personnels en jeu. Parce que mettre 50 000 euros d'un copain ou d'un actionnaire Love Money à risque, c'est une chose. Il faut déjà les avoir convaincus, c'est sûr. C'est déjà une démarche entrepreneuriale. Mais mettre ses propres 50 000 euros qu'on a économisés pendant 5 ans ou 10 ans, c'est tout autre chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs qui prennent un risque véritable financier. Et en 4 ans, je vends 18 millions de disques dans plein de grandes sociétés. Et je suis très content de moi, mais je ne gagne pas d'argent. Ça, c'est aussi un enseignement très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir un succès phénoménal et malgré tout, puisqu'on met beaucoup d'énergie dans les créations, parce que parfois les clients sont un peu, même voire souvent très en retard au niveau des paiements, et finalement on finit par ne pas être rentable. Et puis surtout, je devais faire face à une fin d'un cycle. Le compact disque était voué à mourir, et donc moi je me démenais pour le faire vivre encore à ce moment-là, mais le numérique avait déjà pratiquement tout emporté, et je me suis dit, il est temps pour moi de céder la boîte, donc j'ai cédé à quelqu'un qui voulait tenter le pari. Quand on est en phase de fin par rapport à une aventure entrepreneuriale, c'est très très dur. C'est très très dur parce que vous y avez mis toute votre âme, votre énergie, votre passion, votre argent. Et puis, à un moment donné, il faut se rendre compte que ça ne fonctionne pas, la rentabilité n'est pas là, et que vous êtes sur une crête entre persévérer pour avoir un profit éventuel, ou vous acharner pour aller vers un échec certain. Donc à un moment donné, vous ne savez plus trop où vous êtes positionné par rapport à ces deux pôles. Et moi, très clairement, j'allais vers un échec certain. Donc j'ai revendu la société à ce moment-là, pas très cher, mais je l'ai revendue. Et j'ai fait appel à une plateforme pour redevenir effectivement salarié et de nouveau pouvoir me refaire en termes d'énergie. Parce que j'étais complètement à plat à ce moment-là. Et effectivement, le salariat est très propice pour vous remettre le pied à l'étrier. Donc, vous êtes simplement concentré sur votre exercice.
Alors que lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, au départ, vous avez toutes les casquettes. La rencontre décisive, elle se déroule au mois de mars 2010, où je suis invité par RIM Conférence à faire une intervention sur la gestion des grands comptes. Donc ça se passe au Cercle militaire interallié. Et je suis intervenant avec plusieurs speakers le matin. Et le midi, il y a un déjeuner avec une quinzaine de tables de 10 personnes. Et le matin, donc j'interviens, et il y a quelqu'un qui intervient derrière moi, que je trouve formidable. Il s'appelle Benoît Debré, et c'est un monsieur qui était directeur général d'une boîte de pétrole, qui avait 50 sites dans 50 pays différents, qui gérait à peu près 2500 personnes, et qui parle de son expérience entrepreneuriale de façon absolument passionnante. Et je me dis, ce serait chouette que je puisse continuer à discuter avec ce monsieur. Et là, à table, j'arrive à table, il y a des petits chevalets, et je vois deux femmes qui rigolent énormément. Évidemment, je leur demande, mais pourquoi vous voyez autant, si je peux me permettre? Et elles me disent, ben voilà, on rigole parce que Benoît Debré et vous, on vous a trouvé les deux speakers les plus impactants du matin, les plus inspirants. Donc on a changé toutes les tables, tous les chevalets, et on vous a mis à côté de nous, parce qu'on voulait avoir une bonne discussion le midi. Et je dis, c'est vraiment l'alignement des étoiles. Le gars avec qui je voulais parler absolument, quelqu'un s'est occupé pour moi de le mettre juste en face de moi à la table. Donc Benoît Debré, il a vendu une société qui faisait 500 millions de chiffre d'affaires à 1 milliard à Schlumberger, via un LBO. Et il a énormément d'anecdotes au niveau professionnel et également au niveau humain, puisque son père était chasseur de tête, je crois, et sa mère était psychologue. Donc il a une manière d'appréhender l'humain par rapport au business qui est assez passionnant. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai rencontré un monsieur qui fait des conférences à Dauphine sur le management et la philosophie. Donc je me dis, tiens, c'est mon parcours décidément qui se reproduit de façon cyclique, parce que pour moi, l'humain, c'est vraiment le cœur de tous les succès. Et vous pouvez rencontrer 1000 personnes, il n'y en a peut-être qu'une qui va avoir les mots qui vont vous parler et qui va être vecteur d'un changement radical. Et ce qui a été le cas au mois de mars 2010. Benoît me dit, je suis en train de monter une entreprise qui va changer le monde du travail. Je dis, bon, ok, c'est bien, c'est un super rêve, il est énorme. Donc je vais réfléchir, et puis au bout de 6 mois, j'ai embarqué sur ce bateau. J'ai hésité pendant 6 mois parce que j'avais déjà l'expérience d'une création d'entreprise, ce que les autres actionnaires n'avaient pas. Je savais que ça allait être très très long pour générer de la valeur et pour pouvoir payer les différents créateurs, et qu'il serait indispensable d'être soi-même consultant, ce que j'ai fait, pour pouvoir se payer, pour pouvoir attendre que la société elle-même puisse subvenir à nos besoins. Donc ça m'a pris un peu de temps, parce que j'étais également en famille, avec 3 enfants en bas âge, et qu'on n'a plus l'insouciance des 25 ou 30 ans quand on n'a pas d'enfants en charge, et une femme qui se soucie légitimement de savoir ce que la famille va devenir. Le parcours entre l'entrepreneuriat et le salariat, je peux le symboliser avec un assureur qui est venu me voir tout au début de ma vie entrepreneuriale avec les compacts disques. Je crois que c'est un courtier d'assurance d'une grosse assurance française qui commence par un A et qui finit par un A. Je pense que vous allez deviner de qui je veux parler. Et je lui dis, tiens, mais quelle est la différence entre, vous devez avoir des statistiques, entre les salariés traditionnels et les entrepreneurs? Elle me dit, c'est très simple. Il y a 5 fois moins de risques sur un entrepreneur. Les salariés sont 5 fois plus malades. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui a un gros nez rouge, qui a le rhume, il va venir quand même bosser parce qu'il doit faire tourner sa boutique. Il est corps et âme attaché à son bébé. Alors qu'un salarié, et ce n'est pas pour dénigrer les salariés, mais sur la masse des salariés, il y en a 29 millions je crois en France, s'il y a un souci, on peut actionner plus facilement le parachute du congé maladie, parce qu'on sait qu'on aura des collègues, une structure qui va tourner, qui va pouvoir fonctionner. Donc on est beaucoup plus protégé. Ce qui est aussi une très bonne chose, parce qu'il faut pouvoir offrir un statut à toute personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour l'entrepreneuriat et d'autres qui sont vraiment faits pour le salariat. Il existe un statut intermédiaire qui est extraordinaire en France, qui s'appelle le portage salarial, parce que vous combinez le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur à part entière, puisque vous négociez vos contrats vous-même, à l'opposé de l'intérim qui va vous trouver une mission. Là, c'est vous qui allez vous trouver votre mission. Mais une fois que vous avez trouvé votre mission, vous allez la confier à une société de portage salarial qui va vous salarier et qui va vous donner un statut de salarié, en CDD ou en CDI. Donc,
à force de travailler sur le salariat, à force de travailler sur l'entrepreneuriat, on a fini par trouver quelque chose qui pouvait faire les deux en même temps. Les débuts de Le Monde Après sont très importants, très impactants. Je me retrouve dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés, avec les toilettes sur le palier, au 7e étage. Donc je quitte le confort de la grosse corporate américaine et de la classe affaires pour aller à New York notamment. Et je me dis, bah, c'est sympa, ils ont beau avoir fait une belle aventure dans le pétrole, les différents actionnaires, parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient du monde du pétrole. C'est des gens qui ont les pieds sur terre, qui ne dépensent pas de l'argent n'importe comment. Donc on ne dépense pas de l'argent inutilement au niveau du siège social, si on peut appeler ça comme ça, de cette structure. Mais bon, on reste quand même 2 ans là-dedans. Et la première année, on parle beaucoup de Platon, d'Aristote, du rôle de l'homme dans la société, le fait d'être sujet ou acteur de sa vie, et de donner donc les bases de notre réflexion qui va impacter ensuite des centaines, des milliers de consultants. La vision qu'on a, c'est que être acteur de sa vie, c'est bien, mais c'est un peu le rôle que les autres attendent de vous. Être sujet, c'est que vous êtes le promoteur de votre histoire. Donc, est-ce que c'est compatible avec la corporate? Parfois, ça l'est, parfois, ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt enclin à devenir entrepreneur, le sujet de votre vie. Les débuts de Le Monde Après sont très excitants pour les actionnaires, les fondateurs du départ, mais sont très laborieux dans un sens purement business. La première année, on fait à peu près 800-900 000 euros de chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires réel pour la société, là, c'est la facturation des consultants qui est de l'ordre de 5 à 6% de ce montant-là. Donc, si on fait 1 million, à peu près, ça faisait à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires, où il faut quand même subvenir à pas mal de frais, notamment marketing. Et donc, vous ne gagnez pas du tout votre vie. La deuxième année, on fait 25 consultants, après on en fait 45, après 200, après 400. Et là, il y a une sorte d'exponentielle, on fait 60, 70, 80% de croissance chaque année. Et c'est très excitant parce que le bébé se croit et embellit, et vous y croyez vous-même, ça y est, vous faites la preuve que votre idée était opérationnelle, et puis vous avez le regard des gens, aussi bien les consultants qui vous font confiance, parce que c'est une société de portage salarial, donc on onboard des consultants chaque jour, et surtout aussi les entreprises à qui vous traitez vous font confiance. Et vous avez de plus en plus de moyens pour faire une expérience utilisateur exceptionnelle, à la fois en termes de RP, de CRM, d'applications mobiles. Les consultants à ce moment-là peuvent gérer intégralement leur vie de consultant à partir d'un smartphone. C'est quand même assez révolutionnaire. Et on a un bouche à oreille absolument formidable. C'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup des consultants avant même qu'ils facturent quoi que ce soit avec nous, avec des séances de formation régulières en France, dans plusieurs sites, plusieurs villes françaises. Et puis après, on se sera développé en Belgique également et en Angleterre. Donc les consultants sont salariés de la société de portage, mais sont aussi nos clients. Il faut les enthousiasmer, les former, leur faire rencontrer leur père, pourquoi pas aussi de temps en temps leur trouver des missions de façon indirecte, les mettre dans des conditions où ils pourront trouver les missions. Donc c'est assez étonnant comme statut et c'est très dynamique. Le paradoxe de la forte croissance, c'est que c'est pratiquement aussi stressant à vivre qu'une dégringolade. Alors je le dis, mais c'est surtout des directeurs financiers, j'en ai vu pas mal, qui me racontent tous la même chose, et je l'ai vécu, c'est vrai. Quand vous avez quelqu'un dans la rue qui se casse la figure, vous vous plaignez, il va se faire mal, vous pouvez peut-être un peu rigoler même au début, mais après vous dites quand même est-ce qu'il ne s'est pas fait mal, etc. Mais vous voyez quelqu'un qui est stable, donc on imagine si c'est une société, une entreprise qui est stable, et si elle se casse la figure, on a de l'empathie, c'est compliqué, l'entrepreneur se démène, il faut qu'il négocie les banques, on voit tout le package des emmerdes qui se profilent à l'horizon et en le plein en général. Bon. Par contre, on n'a jamais vu dans la rue un gars qui marchait qui d'un coup part vers le haut, exponentiel. Ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais pourtant, dans la vie des entreprises, ça existe. Donc, les gens, mentalement, ne sont pas prêts à avoir de l'empathie pour quelqu'un qui fait ce décollage. Parce qu'on va dire, c'est génial, il a craqué le code, c'est fabuleux, il se met plein les poches, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que l'argent que vous gagnez, vous le réinvestissez automatiquement dans les outils, et ça coûte très très cher, plusieurs millions d'euros dans l'informatique en ce qui me concerne avec Le Monde Après Open Work. Et donc, vous devez faire face à des solutions techniques
trouver des solutions techniques, trouver des solutions marketing, des solutions commerciales d'un niveau très élevé que vous n'avez pas forcément anticipé. Vous le souhaitez que ça vous arrive, vous souhaitez avoir un décollage fabuleux, mais vous n'avez pas forcément anticipé ça. Et là, les banquiers, et notamment votre DAF, directeur financier, est un peu en stress, même carrément en stress, parce qu'il doit faire face à des besoins financiers, à un besoin de sollicitation de talents qu'il faut trouver, former, pérenniser, ce qui n'est pas évident. Si je vous dis, mon application mobile est géniale, et puis vous prenez le téléphone et puis que vous n'arrivez même pas à vous connecter, je l'ai vu plusieurs fois ça. Bon, les gens poliment reposent le téléphone et bon, je verrai plus tard, puis c'est mort. Bon. Donc vous devez avoir un delivery en termes de technologie, vous devez avoir un delivery en termes d'humanité, parce que nous on s'occupe de consultants, enfin c'est la référence que j'ai essentiellement évidemment, mais quand vous vous occupez de personnes, c'est le bouche-oreille que ces personnes-là vont véhiculer qui est fondamental. Et puis, c'est votre capacité à faire rêver. Parmi les discours les plus impactants que les journalistes ont pu noter, si je puis dire ça comme ça, il y a le fameux discours de Martin Luther King. Et il fait partie des 5 discours les plus inspirants au monde, soi-disant, etc. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il dit, Martin Luther King? Il dit « I have a dream ». Il ne dit pas « I have a plan ». Donc il faut faire rêver les gens. Donc il y a la partie technique solide qui doit être très ancrée. Et après, il faut avoir un énorme rêve où on va dire aux gens, voilà, on va être présent dans 25 pays, on va faciliter votre vie. Vous voulez facturer en dollars, pas de problème. En couronne danoise, pas de problème. En euros, évidemment, etc. etc. Et ça marche. Donc là, c'est assez formidable. Et là, c'est vraiment... Alors vous attirez notamment des investisseurs. Moi, j'ai des Belges qui sont venus me voir et qui ont mis 2 millions dans la société. Je ne les ai jamais sollicités. C'est eux qui sont venus... au bureau à Troyes, ils sont venus de Bruxelles à Troyes. Ils ont fait le tour des différentes sociétés concurrentes, comparables. Ils m'ont dit, ouais, c'est vous qui avez le meilleur discours, la meilleure vision, on va investir chez vous. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément des critères, des KPI, comme un bon élève de terminale qui aurait bien fait son devoir de philo en cochant toutes les cases. C'est à la fois une sorte de prérequis technique qu'on ne peut pas louper. C'est-à-dire qu'il faut quand même générer de la valeur, et avoir des projets intéressants, et puis une sorte d'accroche humaine qui va faire en sorte que vous êtes tellement aligné entre ce que vous êtes, ce que vous faites et comment c'est perçu, que les gens naturellement viennent vous voir. Freelance.com arrive dans ma vie en 2013, et ça commence par un rendez-vous avec le PDG de la structure, Sylvestre Blavet. Et le premier rendez-vous, le déjeuner dure 6 heures. Donc là, pareil, j'ai jamais sollicité freelance.com, c'est freelance.com qui m'a sollicité. Et puis, les valeurs, l'alignement, l'ambition est partagée. Et ça va très vite, puisqu'au bout de 6 mois, on décide de se faire racheter par freelance.com et de donner, entre guillemets, les 72 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est une certitude, c'est une chose, mais aussi une équipe de 20 personnes hyper motivées, et puis une ambition partagée pour faciliter le monde du travail, faciliter le monde des freelances, pour que, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est une question de rêve, pour faire un futur meilleur, tout simplement. La décision de revendre cette société, elle n'est pas facile. Mais à un moment donné, c'est comme le démarrage 15 ans plus tôt, c'était une évidence que je devais suivre. Là, c'est une forme d'évidence qu'il faut que j'y aille avec freelance.com, qui est beaucoup plus gros que nous, qui va faire le milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui va nous donner les moyens d'être plus sereins, plus forts, alors que nous, on avait 15 ans d'un entrepreneuriat assez exigeant et que sincèrement, au bout de 15 ans, il y a une forme pas de lassitude, mais il y a une forme d'épuisement, tout simplement. C'est comme si vous courez un marathon, et puis on vous demande de courir un deuxième marathon, puis un troisième, puis le quatrième, il dit j'adore courir, j'adore le paysage, j'adore mes chaussures, j'adore l'argent que je gagne, j'adore tout ça, mais là c'est trop. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de goûter, je dirais, mes limites. C'est-à-dire qu'en 2019, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une sorte d'épuisement professionnel. Pendant 6 semaines, je décroche complètement du boulot et je mets plusieurs mois à revenir à un niveau pertinent d'activité.
Et là, je salue mes actionnaires de l'époque et toute l'équipe d'OpenWork à ce moment-là, parce que j'étais président de la structure. Dans le mot président, il y a l'étymologie, c'est que vous êtes le premier. Et quand le premier n'est plus là, pendant plusieurs mois, ou de façon très light, ça peut perturber la cohésion de l'équipe. Et tout le monde a fait face. C'est-à-dire que dans cette structure, moi je ne parlais pas d'employés ou de salariés, etc. J'avais des co-créateurs. Et je leur disais, vous êtes co-créateurs. Moi j'ai une idée, les autres actionnaires, Fabien Salicis ou Jean-Pierre Cointre, ont des idées. On est loin d'avoir les meilleures idées tout le temps, de très très loin. Donc vous avez des idées, et puis vous voyez qu'une idée qui était envoyée par un membre de l'équipe pouvait être appliquée dans la journée, quoi, sans aucun problème, même avec grand plaisir. Le prix à payer pour qu'une société fonctionne est parfois douloureux, mais je pense que c'est aussi un parcours initiatique et qu'il faut regarder avec le recul, avec bienveillance. Moi, je dis souvent que les échecs ont la curieuse façon d'arranger les choses. L'entrepreneur est souvent un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui inspire ses partenaires, les gens avec qui il travaille. C'est quelqu'un qui sait écouter, reformuler, qui sait reconnaître ses erreurs. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui sait fixer le timing. Parce que l'âme humaine est faite d'une certaine façon, qu'on prend plus de temps en général que le temps imparti. Donc le leader, il va donner un rythme, il va donner des dates, il va donner voilà, un objectif. Il va aussi dire, voilà, nous, on a un objectif, c'est d'atteindre l'île magique. Et on se reposera vraiment que lorsqu'on aura atteint cette île magique. Et dans cette île magique, il y a un coffre-fort. On va ouvrir, et puis ça sera peut-être une augmentation salariale pour certains, ça sera peut-être des parts de social de la société pour d'autres. Ça sera parfois rien, si ça n'a pas fonctionné, mais au moins on aura essayé, on aura vécu une aventure humaine incroyable. Les étapes nécessaires lorsqu'on monte sa structure, c'est d'abord une vision, un objectif très clair. Pourquoi on va faire ça? Quelle est notre mission? Ensuite, c'est de savoir bien s'entourer, parce que c'est rare d'avoir toutes les caractéristiques d'un super entrepreneur qui serait à la fois financier, marketeur, commercial, politique, etc., etc. Donc il faut aller piocher dans son entourage, connu ou inconnu, à découvrir, les personnes qui ont non seulement les caractéristiques techniques, mais les caractéristiques mentales et, j'allais dire, émotionnelles pour faire un tout. Ensuite, il faut jamais oublier qu'on est dans un monde réel et que la réalité a toujours raison. On peut avoir sa vérité, mais la réalité du contexte prévaut sur sa réalité à soi. Donc, c'est notamment une réalité financière. Il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas très rentable au départ. Je sais que ça va à contre-courant de ce qu'on voit partout sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, où en 3 mois, tout le monde gagne bien sa vie, ou en tout cas semble s'éclater, etc. C'est parfois laborieux. Il faut savoir prendre des coups. Donc il faut avoir une manne financière que l'on se crée en amont, ou avoir par exemple du Pôle emploi ou une solution pour pouvoir tenir la durée sur les 2 ou 3 premières années, qui sont souvent laborieuses en termes financiers. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir cette capacité de célébrer les résultats, les succès. La première fois que vous faites 1 million de chiffre d'affaires, la première fois que vous avez un client qui vous recommande un autre client, voilà. Il y a au moins tous les mois, tous les 2 mois, une bonne raison de célébrer. Et ça génère de l'énergie positive dans l'équipe. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas avoir honte de ses échecs non plus. Généralement, on en rigole beaucoup plus tard, mais même sur le moment, il faut savoir se dire bon, là, j'ai pas été bon. Là, la boîte a déconné. Là, il ne faut plus jamais que ça se reproduise parce que c'est pas bon. Et presque célébrer ses échecs. La société, quand j'ai terminé mes émoluments, j'allais dire, de France Travail, m'a payé la 3e année 1 000 € net par mois. Et j'avais pas de frais de voiture ou frais autres, etc. Donc c'était, au bout de 3 ans, le payback, la richesse que j'avais pu créer avec mes associés et puis l'équipe pour que je puisse me payer 1 000 € par mois. Donc là, il faut vraiment avoir une motivation extrêmement forte
pour pas avoir l'envie de se dire, bon, finalement, le monde du salariat, je vais gagner 5, 6, 7 000 euros très facilement demain matin. Je persévère, je garde mon cap. Je dis parfois en rigolant, voilà, on avait une mission avec les associés, c'était d'aller sur cette île magique, sur la terre promise. Et si on perd un bras, si on dort dans la voiture, quoi qu'il arrive, on va y arriver. On va jamais dérouter. Actuellement, freelance.com, la société dans laquelle je me trouve, dont je suis le vice-président, sponsorise un bateau. Le bateau, il a une stratégie de départ. Une fois qu'on a fixé cette stratégie, il y a de la tactique. Est-ce que je prends tel cap ou tel cap? Combien de bords je vais faire? Donc ça, c'est très important la tactique, parce qu'on rentre dans le domaine opérationnel. Et effectivement, en troisième lieu, il y a l'exécution, où là, on va monter les voiles, les descendre, etc. On va se faire mal aux mains. Donc 3 niveaux, la stratégie, la tactique, l'exécution. Et une bonne stratégie, c'est une exécution qui fonctionne. Voilà, c'est tout simplement garder le sens du concret. Aujourd'hui, on a de plus en plus de boîtes technologiques qui se montent, notamment par rapport à l'IA, mais par rapport à des applications mobiles. Et on a tendance à parier beaucoup sur la techno. Un écran de smartphone, un écran d'un laptop, et de l'intelligence artificielle, et des ingénieurs, des codeurs, des programmeurs, etc. Il y a le monde ancien qui était uniquement sur la partie, on va dire, relationnelle. Encore une fois, là, je crois beaucoup à un monde qui rejoint les deux. C'est-à-dire, vous avez une expérience utilisateur extrêmement fluide grâce aux outils, mais vous contrecarrez un peu le côté sec de la techno par un supplément d'âme, par le fait d'avoir des vrais gens. Et le Covid nous a montré à quel point c'était important. C'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé calfeutré chez soi, certains avec bonheur, mais la plupart des gens quand même avec une grande tristesse. C'est-à-dire de ne plus pouvoir avoir de jeu social, de ne plus pouvoir échanger à la machine à café sur le match de foot de la veille ou les enfants ou tel projet. Et on s'est rendu compte que le lien social était vecteur d'une dynamique, d'une créativité extrêmement positive. Donc le meilleur des deux donne une solution très intéressante. L'entrepreneuriat, c'est à la fois de l'inné par rapport à un milieu familial, et puis c'est également de l'acquis par rapport aux rencontres que vous allez faire et à la dynamique personnelle que vous avez. Il faut une grosse énergie personnelle pour pouvoir retourner les montagnes. L'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui embarque des gens, qui embarque une équipe, qui embarque des financiers. Et si vous n'avez pas une justesse d'esprit, la capacité à faire rêver les gens, une capacité à vous remettre en cause, à pivoter, il est très possible que vous fassiez un pitch le lundi, que vous fassiez démonter par des investisseurs, et le mardi, vous allez refaire un autre pitch avec d'autres investisseurs, et là, vous allez être bon. Il m'est arrivé, dans ma vie professionnelle, à 40 ans par exemple, d'avoir des anecdotes sur quelqu'un qui ne vous paye pas, ou un discours qu'on vous donne qui vous plaît pas, qui vous sonne faux, etc. Et de me dire, mais mon père m'a déjà raconté ça, en fait, il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais gosse. Et là, ah oui, mais là, il ne va pas m'avoir, parce que mon père s'est fait avoir, il a déjà payé la note, donc on ne va pas la payer 2 fois, et on se permet d'avoir des réactions extrêmement rapides. Ensuite, il y a la partie éducationnelle. Lorsque vous faites une école de commerce, vous avez souvent des très bons professeurs qui eux-mêmes font un peu le rôle que faisaient mes parents, par exemple, en vous enseignant les bons usages. Donc là, il faut être comme une éponge et absorber tout ce package d'expériences qu'on vous communique. Et puis, ensuite, la mécanique financière de faire des choses pour qu'il y ait un résultat. Parce que on peut rapidement perdre un peu le cap. Moi, c'est peut-être un écueil que j'ai eu dans ma vie professionnelle et que j'ai comblé au fur et à mesure. C'est de me battre pour la beauté du sport, principalement. Peut-être pas assez pour la réalité financière. Mais la réalité financière était quand même là. Les Belges, quand ils sont venus, notamment donc chez OpenWork, ont mis 2 millions d'euros pour 20% du capital de la société. Ça a valorisé la société à 10 millions d'euros. Bon, je me suis dit, je sais quand même monétiser une réalité économique, et ça donne beaucoup d'énergie pour rebondir.
La réalité de l'entrepreneur est très, très vaste, elle est multiple. Vous avez des entrepreneurs qui sont financiers, des entrepreneurs qui sont plutôt métiers, vous avez des entrepreneurs qui construisent des ponts, vous avez des entrepreneurs qui construisent des équipes qui vont construire des ponts. C'est pas du tout la même chose. Si vous ouvrez une boulangerie pour être la meilleure boulangerie du quartier, c'est une chose et c'est très respectable. Si vous créez une boulangerie pour avoir 500 boulangeries en France et 10 000 dans le monde dans 10 ans, c'est plus du tout la même histoire. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est très très complexe, très difficile à réaliser, en tout cas en ce qui me concerne. Je suis quelqu'un de très passionné, très entier. Et du coup, quand je suis dans un projet, j'ai une sorte de tunnel d'action, de pensée, très focus, qui fait que je ne vois même plus les gens dans la rue. Je suis vraiment à 400% sur mon projet. Et forcément, que ce soit la famille, les amis, les proches, en pâtissent parce qu'ils voient bien que je suis là physiquement, mais dans ma tête, je ne suis pas là. Et je passe mon temps jusqu'à minuit, 23h, minuit, à pianoter sur mon laptop. Et le lendemain matin, je suis parti aux aurores pour ouvrir des bureaux à l'étranger, etc. Donc voilà, je suis très envieux des entrepreneurs qui, de façon raisonnée et sans avoir eu un coup dur physique, une sorte d'épuisement professionnel, arrivent à dire moi à 17h, je vais chercher mes enfants à l'école et c'est comme ça et c'est très bien. Là, je suis admiratif. L'apprentissage que je fais avec les années sur le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'il existe une différence entre faire et être. Si je peux donner un conseil à des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est de dire faites attention à bien décorréler les deux. Vous faites ce que vous faites, c'est une très bonne chose, mais vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un entrepreneur à succès qui, en fait, au niveau de son vécu personnel, est complètement brassé et pas du tout heureux. Vous pouvez faire un entrepreneur paisible qui, lui, va être complètement épanoui. Et puis, vous pouvez avoir quelqu'un qui, malgré un échec, va se dire c'était juste, voilà, mon entreprise, c'était comme un tournevis ou un marteau. Il ne marche plus, je jette le tournevis et je m'occupe du marteau maintenant, etc. Et qui ne va pas aller trop dans l'émotionnel. Les anglo-saxons sont beaucoup plus forts que nous, d'ailleurs, dans ce domaine. La difficulté principale que j'ai pu rencontrer, c'est de faire la part des choses entre l'autonomie et la délégation totale. J'ai été très séduit à un moment donné par le discours de l'entreprise libérée, notamment d'Isaac Gates. Et puis je suis allé voir des entreprises en France qui utilisaient le management libéré, c'est-à-dire qui vous donnaient une autonomie totale à des départements entiers, que ce soit commercial, marketing ou autre. Et l'expérience que j'ai vécue, c'est que donner de l'autonomie, c'est bien. Pas faire de micromanagement, etc., c'est une nécessité. Mais déléguer à 100% un département, que ce soit le financier, que ce soit le commercial, etc., c'est très casse-gueule. Parce que les gens vont naturellement avoir leur propre vision au bout d'un moment, qui va se superposer avec la vôtre ou celle de l'entreprise, et parfois prendre le mauvais chemin. Et quand vous allez vous en rendre compte, ça va souvent être trop tard. La résistance à l'échec, elle est fondamentale pour un entrepreneur. C'est un peu comme un boxeur qui monte sur un ring. Il sait qu'il va donner des bons coups, des uppercuts, des coups droits, etc., des crochets du droit. Mais il sait qu'il va s'en prendre aussi des bons dans la figure. Donc si vous n'êtes pas prêt à prendre des coups, si vous êtes trop anxieux, montez pas sur le ring. C'est un parcours du combattant, c'est exaltant mais très éprouvant. Mais c'est une récompense extraordinaire, à la fois personnelle, mais surtout pour l'équipe que vous avez composée et qui mérite une grande part du succès. La confiance, moi je l'accorde quasiment systématiquement. Je suis beaucoup trop dans une perte de temps si j'essaie de trop comprendre ce qui se passe en face de moi, comment fonctionnent les gens, etc. Tout le monde est différent et c'est très très bien comme ça. À un moment donné, je le fais moi, mais à un moment donné, il suffisait que quelqu'un me dise « Tiens, ce serait super que tu ailles voir un tel ». J'essayais même pas de savoir ce que faisait la personne. Il suffisait que quelqu'un me dise, en me connaissant, « Tu devrais aller voir un tel ». La personne m'appelait ou j'appelais la personne.
Et j'arrivais devant la personne, mais en fait, vous faites quoi, vous, dans la vie? Et là, j'essayais de reconstituer le chemin mental de la personne qui m'avait recommandé, pour dire, mais pourquoi il m'a recommandé cette personne? Et je me dis, ah oui, c'est pour tel sujet, tel point, effectivement, ça vaut le coup. Donc moi, j'accorde beaucoup de confiance. Par contre, quand la confiance est cassée, là, il faut vraiment rompre le lien, parce qu'après, ça devient une relation qu'on pourrait presque appeler toxique, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un à qui vous avez donné confiance et qui n'a pas été à la hauteur, et du coup, c'est vous qui seriez dans l'erreur, et non plus la personne qui elle, a trahi cette confiance. Mes projets professionnels, ils sont très excitants parce que j'appartiens à un groupe aujourd'hui qui est en pleine évolution. Et j'ai l'impression que ce groupe, il est à la mi-temps de son histoire. Donc j'ai la chance d'avoir vécu la fin de la première mi-temps, d'être dans cette phase de mi-temps très active, hein, mais où on repositionne les enjeux, les rêves à partager. Donc j'ai très envie de participer à cette deuxième mi-temps le plus longtemps possible, tant que les gens trouveront que j'ai un rôle intéressant à y jouer. Et puis, à titre personnel, c'est de bénéficier de l'expérience que j'ai eue, et malgré ce projet professionnel qui risque d'être, qui est très intense, qui risque d'augmenter encore, d'avoir le temps de passer des bons moments avec mes enfants notamment, avec mon épouse, et d'avoir un socle familial fort, sans les trahir, je dirais, et en leur apportant des bagages pour l'avenir. Alors la retraite, c'est un mot que je ne connais pas. Je crois que les Espagnols ou les Italiens disent jubilato. Donc c'est jubilé. Donc en France, la retraite, c'est une connotation militaire aussi. Hein. Vous battez en retraite, c'est un peu un échec. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas comme ça, je suis plus dans le jubilato. C'est-à-dire que j'ai envie de m'éclater à ma retraite, si le jour ça arrivera, et de pouvoir être, pourquoi pas, coach ou mentor pour des jeunes entrepreneurs, et leur dire, ben voilà, là tu devrais faire gaffe, fais attention à ci, fais attention à là, et là, formidable, continue, c'est génial. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça. J'ai pas du tout envie d'être au coin du feu avec des bons bouquins, même si j'adore lire, mais je suis dans l'action.